C'est un orphelin absolument dégoûtant, malodorant et sans amis. Mais sa vie change complètement un jour lorsqu'il rencontre un vieil homme qui lui donne une épée spéciale et lui dit de devenir le prochain roi. Est-ce que cette lumière vient de moi? L'histoire commence dans un monde divisé entre le royaume des Blancs et celui des Noirs qui n'ont pas le droit de se mélanger. Bien qu'il soit asiatique, notre héros sans nom vit dans un petit village du royaume des Noirs en tant que petit orphelin morveux. Un jour, il décide de partir enfin avec les anciens pour chasser de la viande. Mais alors qu'ils s'apprêtent à partir, l'un des hommes accourt vers eux et leur annonce qu'ils sont attaqués par une meute de monstres. En entendant cela, tout le monde a peur, mais les chasseurs disent à tout le monde de prendre leurs armes et de défendre le village, péril de leur vie. L'un d'eux demande à notre garçon d'emmener les enfants sur la colline et de se cacher à l'intérieur de la grotte. Et les dames les rassurent en leur disant qu'elles s'occuperont des choses derrière elles. En entendant cela, les enfants acceptent de suivre notre protagoniste et commencent à courir vers la colline, tandis que le village est attaqué par des monstres massifs qui détruisent complètement les pauvres villageois comme les PNJ de GTA. En s'enfuyant, l'un des enfants tombe et notre héros revient rapidement pour l'aider. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il entend un cri venant de devant et voit un énorme monstre 1000 pattes bloquer leur chemin. Le monstre grignote instantanément l'un des enfants avant même que notre garçon ne puisse réagir. Et même lorsqu'il se lève pour se battre, ses attaques ne font pratiquement rien contre l'insecte à la peau épaisse. Réalisant cela, il maudit le monstre et dit à l'autre enfant de courir. Puis, il retombe et attrape la petite fille qui s'était évanouie plus tôt à cause de l'attaque empoisonnée du monstre. Il la soulève et commence à courir. Mais le monstre les rattrape rapidement, prêt à frapper. Ne voyant pas d'autre option, l'autre enfant décide de se sacrifier en sautant devant le monstre et supplie notre protagoniste de protéger sa petite sœur. Notre garçon atteint finalement la grotte, mais le poison a déjà fait ses dégâts et la petite fille meurt, le laissant brisé. Après cela, il retourne désespérément au village avec son corps, criant à l'aide pour découvrir que le village entier a été anéanti et qu'il est le seul survivant. Se sentant déprimé et vaincu, il commence à creuser une tombe massive pour tous les villageois sous une forte pluie jusqu'au lendemain matin où un vieil homme appelé Skier arrive et lui demande ce qu'il fait. Le garçon explique comment les monstres attaquent le village et dit que tous ceux qui l'entourent ont également été détruits. Alors, n'ayant nulle part où aller, il creuse une tombe pour le défunt. Voyant l'état du pauvre garçon, le vieil homme lui donne un morceau de pain et une bouteille d'eau sur lesquels notre garçon se jette avec avidité. Ils commencent à parler du roi des ténèbres qui dirige leur pays. Et notre protagoniste dit qu'il ne comprend pas pourquoi le roi laisse ces monstres courir en liberté. Skier dit que le roi doit avoir ses propres préoccupations. Mais notre garçon demande s'il se préoccupe des bonnes choses, car pour lui, la bonne chose est que tout le monde soit heureux. Après quelques allers-retours, il se remet tranquillement à creuser le trou et dit qu'il continuera à le creuser jusqu'à ce que le soleil atteigne le fond. Les skieurs sont impressionnés après avoir vu le potentiel du garçon et lui lancent soudainement une épée, lui disant de se battre. Au début, notre protagoniste pense que Skier veut qu'il devienne plus fort et se batte pour son peuple, mais Skier le nie rapidement. Il agit comme s'il essayait sérieusement de le tuer, en disant que le roi des ténèbres a le droit de tuer n'importe qui sur un coup de tête et que Skier lui-même était autrefois candidat au trône. Donc, si notre garçon reste assis à pleurer les villageois et à creuser des trous en attendant l'aide du ciel, alors il vaut mieux pour lui mourir. Son discours à la Irwin secoue quelque chose à l'intérieur du garçon, qui décide finalement de devenir le prochain roi, ou du moins quelqu'un qui fait sourire les gens. Contrairement à avant, son escrime s'améliore cette fois et il bloque toutes les attaques entrantes de Skier. Il finit par faire tomber l'épée de la main de Skier et remporte ce qui semblait être un duel ordinaire. Les skieurs commencent à rire et tombent à genoux en disant « Il est enfin temps pour lui d'aller au paradis, ou peut-être en enfer ». Il révèle sa véritable identité de noble de la capitale et conseille à notre protagoniste de prendre son épée et de s'y rendre. Il lui dit que celui qui tient cette épée est considéré comme le chef de famille. Et une fois arrivé, il doit se déclarer comme le prince des ténèbres, le successeur légitime du roi des ténèbres. Il ajoute en outre qu'il y aura un chevalier nommé Val qu'il acceptera s'il prouve sa valeur par l'escrime et gagne sa reconnaissance. Il dit que ce monde est brisé et que c'est son travail de le réparer une fois qu'il aura pris le trône. Alors que le vieil homme commence à mourir, des larmes commencent à couler des yeux de notre garçon et quelque chose d'étrange commence à se produire. Une vague de lumière pure traverse son corps comme s'il entrait dans une sorte d'état de Super Saiyan. Et cette énergie soudaine fait même ouvrir les yeux de Skier pendant un instant. Avec le sourire, Skier meurt enfin en paix, laissant tout à notre protagoniste.
Jusqu'à présent, tout cela s'est déroulé d'un seul côté du monde, le royaume du noir sur terre. Mais il existe également un autre côté de ce monde appelé le royaume du blanc dans le ciel. La scène se déplace vers la reine Iris, du royaume de blanc, qui combat les monstres qui traversent le ciel et envahissent son royaume. Contrairement au ennuyeux roi Fritz de l'attaque des titans, la reine Iris est active et puissante, utilisant son énergie magique pour effacer les monstres. Mais peu importe le nombre de personnes qu'elle élimine, d'autres continuent d'arriver. Les chevaliers blancs arrivent également, menés par leur commandant, Fuse, accompagnés d'un groupe de mages dirigés par Shima. Les mages canalisent de l'énergie magique vers les chevaliers, qui frappent ensuite les monstres avec une brillante maîtrise de l'épée. Alors que la bataille fait rage, Iris observe le portail noir en pleine croissance et garde un œil attentif sur son expansion rapide. Après avoir affronté les monstres, ils retournent chez eux. Fuse et Shima sont frères et sœurs avec leur jeune frère Théo, tout comme les frères et sœurs Vermilion de Black Clover. Ils parlent de la façon dont la reine Iris pourrait vaincre le roi des ténèbres en utilisant uniquement le pouvoir de leur rune progénitrice. Mais elle est empêchée de libérer tout leur potentiel. Shima se demande si Iris se retient pour maintenir l'équilibre du monde, mais Fuse l'empêche immédiatement d'en dire plus, croyant qu'Iris a en fait l'intention d'anéantir tout le royaume de Black. Un vieil homme s'approche alors d'Iris pour vérifier son bien-être et l'état actuel du royaume. Elle lui dit qu'elle n'est pas sûre que son pouvoir seul soit suffisant pour résister à la force croissante du royaume noir. Elle lui demande donc de rassembler un groupe de chevaliers et de commencer à les entraîner pour les batailles à venir. De retour au royaume des Noirs, le protagoniste prend l'épée laissée par les skieurs et se promène dans les rues de la capitale. Un chevalier le repère et lui demande pourquoi il porte cette épée. Mais au lieu de répondre, notre héros lui demande où se trouve le manoir des skieurs. Le chevalier s'enflamme de colère et dégaine sa lame. Et c'est à ce moment-là que notre garçon réalise que cela doit être Val. Il lui dit que Skiers est mort, mais Val ne recule pas et le coince. C'est alors que le protagoniste répète sa réplique emblématique et déclare qu'il est le prince des ténèbres, le successeur légitime du roi des ténèbres. En entendant cela, Val l'accepte comme son maître et accepte de l'emmener au manoir. La scène revient ensuite au royaume des Blancs, où l'on voit Iris prier la chambre des ancêtres, demandant sa protection. Bientôt, Shima la rejoint et il parle du nombre croissant d'attaques du royaume des ténèbres. Elle se demande si tout leur pays est à la recherche de la rune progénitrice. Mais Iris dit que les gens du royaume noir sont comme les leurs et que seul le roi des ténèbres est hors de contrôle et provoque le chaos pour tout le monde, y compris son propre peuple. Elle dit ensuite qu'elle est confiante que le prochain roi des ténèbres préservera l'équilibre du monde. Juste à ce moment-là, un chevalier arrive avec des nouvelles dévastatrices, disant qu'ils sont attaqués par Baal. Alors, Iris ordonne immédiatement à Shima et Fuse de préparer leurs troupes et de partir immédiatement. Iris vole vers l'ouest sur ses ailes d'ange, tandis que Fuse ordonne à ses troupes de maintenir leur position. Shima ordonne télépathiquement à ses mages de se préparer au combat. Baal, un monstre impitoyable au corps aussi résistant que l'acier et aux ailes qui lui permettent de s'envoler dans le ciel, observe avec amusement l'évacuation paniquée. Il donne au peuple le temps de préparer ses défenses avant de monter dans les airs où il aperçoit les mages rassemblés au temple. Les mages lancent des attaques magiques qui ressemblent à des éclaboussures d'eau contre le corps blindé du monstre. Sans hésitation, il détruit le temple ainsi que les mages à l'intérieur. En bas, les chevaliers tirent des flèches qui l'égratignent à peine, mais parviennent à attirer son attention. Baal charge pour les écraser, mais Atlantia, le chef elfique, apparaît et ordonne aux chevaliers de se concentrer sur l'évacuation des gens et promet de s'occuper de Baal lui-même. La scène se déplace vers Fuse et Shima alors qu'ils se dirigent vers Baal lorsqu'un soldat leur dit que les chevaliers des ténèbres sont apparus devant, utilisant l'invasion de Baal comme distraction. Fuse change rapidement son plan et ordonne à ses chevaliers d'affronter ses chevaliers noirs. En avançant, il rencontre deux chevaliers qui prétendent être des déserteurs. Fuse leur ordonne de laisser tomber leurs épées et de s'agenouiller et ils obéissent. Les deux insistent sur le fait qu'ils sont des paysans forcés à la guerre, essayant de gagner la confiance du chevalier blanc. Soudain, une énergie sombre les enveloppe, les transformant en marionnettes incontrôlables qui saisissent leurs épées et attaquent. D'autres chevaliers noirs émergent, chargeant en avant, et les chevaliers blancs se préparent à riposter. La scène revient à Atlantia, qui commande à 3 esprits, contrôlant les éléments de base, de lancer une attaque simultanée sur Baal. Mais cela ne lui inflige aucun dégât, et en réponse, il les frappe brutalement. Atlantia réalise que Baal est un monstre invincible et pense qu'il est condamné. Mais ensuite, Iris atterrit à proximité et voit les mages tomber qui se sacrifient pour protéger le peuple. Elle engage Baal, le frappant avec son épée
et sa magie. Bien que puissante, ses attaques n'endommagent pas le corps métallique de Baal. Elle essaie donc de tirer plus de puissance de la rune, mais Atlantia lui rappelle qu'elle ne peut pas dépasser la limite et la fait arrêter. Après cela, il envoie ses esprits pour soutenir Iris. Mais de manière inattendue, Baal se retire de la bataille. Alors que le soleil se lève, les chevaliers arrivent pour aider les survivants. Alors qu'Iris prie pour eux, Shima s'approche et informe Iris que des chevaliers noirs sont apparus sur leur route, déguisés en humains normaux. Mais Fuse s'en est occupé et entendre cela rend Iris folle. De retour au palais impérial du royaume des Noirs, un monstre rencontre Val et lui demande où se trouve le roi car il veut discuter de la façon dont ses partisans ont été vaincus lors d'une invasion inutile dans le ciel. Il insiste sur le fait que les chevaliers noirs ne sont pas des sauvages qui ne font qu'envahir. Mais juste à ce moment-là, une énergie noire entoure le monstre et l'étouffe à mort. Il s'avère que c'est le roi des ténèbres qui revient sur son trône. Le roi dit qu'il méprise la lumière et veut que tout soit couvert de ténèbres. Selon lui, les ténèbres sur terre et la lumière dans le ciel ne peuvent pas coexister et il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas vaincu tout le monde dans le ciel. Mais d'abord, ils doivent s'occuper de la boule égoïste du monde. Val rentre chez lui et trouve le prince autoproclamé des ténèbres qui l'attend. Le prince demande où il était et Val dit qu'il était à la réunion du palais impérial avec le roi parce qu'il sert le roi et ses successeurs potentiels. Notre protagoniste se rend compte que Val est loyal au prince et que cela est certain. Sur ce, il dit à Valu qu'il attendait la pratique de l'escrime car il ne peut pas devenir roi sans maîtriser l'épée. Val accepte mais pose d'abord une pile de livres et dit qu'un roi doit comprendre comment diriger le gouvernement et nourrir son peuple et qu'il doit également améliorer son discours s'il veut devenir roi. Il lui dit ensuite qu'ils commenceront son entraînement à l'épée demain. Le jeune prince semble comprendre tout cela et commence à lire. Après cela, notre garçon passe ses journées à lire des livres et à pratiquer l'escrime avec Val. Quelques jours plus tard, Val le félicite, disant qu'il est plus fort qu'à son arrivée. Pourtant, le prince n'est pas satisfait et veut devenir plus fort pour rattraper Val. Val lui montre les vêtements que portaient les skieurs à son âge et dit qu'il est sûr que les skieurs seraient ravis si le prince en faisait bon usage. Lady Groza, une guerrière cornue ressemblant à Albedo d'Overlord, patrouille les terres arides avec ses chevaliers. Fatiguée par la chaleur, elle s'arrête pour se reposer à mi-chemin, se plaignant de la raison pour laquelle quelqu'un comme elle, le successeur du trône, est obligé de repérer un endroit où rien ne se passe jamais. Juste à ce moment-là, un chevalier aperçoit une horde de monstres planant dans le ciel. Désireuse de faire ses preuves, Groza passe à l'action et libère son pouvoir, transformant les monstres en cendres en un instant. Ses chevaliers l'encouragent et elle se délecte de leurs éloges jusqu'à ce qu'un monstre lui tende une embuscade par derrière. À ce moment-là, le protagoniste apparaît et le coupe d'un seul coup net. Elle le remercie de l'avoir sauvé et il se tourne simplement avec un doux sourire, disant qu'il est heureux qu'elle soit en sécurité. Ce seul sourire fait tourner son cœur. Elle bafouille ses mots, débitant des bêtises tandis qu'il s'éloigne, inconscient de la tempête qu'il a laissée derrière lui. Elle reste figée, le regardant comme si elle ne reverrait peut-être plus jamais son prince. Ses chevaliers la sortent de ses journées et lui demandent si elle veut dire quelque chose. Alors, elle l'appelle rapidement et lui dit qu'il le cherchait. Ils se rencontrent dans un restaurant où elle explique que le palais veut qu'il concourt contre les autres successeurs. S'il arrive premier, il recevra la grande épée noire et sera officiellement reconnu comme un véritable prince des ténèbres. Tandis qu'elle parle, elle remarque avec quelle chaleur il regarde l'épée de Skier et réalise à quel point cela signifie pour lui. À une autre table, un méchant aux cheveux roux écoute, visiblement préoccupé par la grande épée. Dans le royaume des Blancs, Iris est assise seule sur son trône, perdue dans ses pensées sur ce qui s'est passé la veille. Shima entre et la fait sortir de là, lui disant qu'elle part superviser la reconstruction de la zone détruite. Quand elle réalise qu'Iris était dans les vapes, Shima se demande à haute voix si l'ancienne reine avait aussi l'habitude de se perdre dans des pensées comme celle-ci. Mais elle part bientôt faire son travail, laissant Iris derrière elle dans la salle du trône vide. La scène se déplace dans le passé, à l'époque où Iris et Shima étaient toutes deux candidates à l'héritage du trône. À cette époque, Iris était joyeuse comme une fille amoureuse. Après avoir fini de prier la rune progénitrice, il parle de ce que signifie devenir reine. Shima dit que la reine se tient au centre du maintien de l'équilibre avec l'obscurité, ce qui est un lourd fardeau. Elle trouve parfois cela effrayant et ne veut pas rester enfermée au même endroit pour toujours par ennui. Mais Iris est plus décontractée. Elle se demande si les reines se faufilent la nuit pour s'amuser. Shima l'avait invitée à dîner ce soir-là et avait mentionné que Fuse l'attendait avec impatience. Iris, étant complètement stupide en matière de romance, suppose que c'est parce que cela fait un moment qu'ils ne se sont pas rencontrés. Plus tard dans la nuit, Iris rend visite aux frères et sœurs. Après un agréable dîner, Fuse lui propose de la raccompagner chez elle. En chemin, elle admet
admet qu'elle se sent comme un poids mort pour eux, mais Fuse la rassure. Il dit que les plantes sauvages qu'elle cueille ont bon goût, ce qu'elle a mentionné plus tôt. Mais au lieu de l'avouer correctement, l'idiot dit qu'il aime les plantes. Après l'avoir ramenée chez elle en toute sécurité, elle lui demande quel est le rôle de la reine de la lumière. Fuse ne le sait pas vraiment non plus, mais il dit qu'y penser n'est pas inutile. Elle le remercie pour ses encouragements et décide de se débrouiller seule. Un jour, elle se tient au bord d'une falaise, contemplant la mer paisible de nuages qui s'étend jusqu'à l'horizon. Elle sait qu'une fois qu'elle sera reine, cette vision aura une signification différente. Soudain, une aura noire envahit le royaume. Elle court pour alerter les chevaliers, mais avant qu'elle puisse les atteindre, l'énergie noire l'entoure. Elle ne panique pas et le dissipe plutôt avec son pouvoir magique. Le ciel s'illumine de couleurs radieuses et une voix appelle d'en haut. Il pourrait s'agir de la rune progénitrice. La voix déclare Iris, la prochaine reine, et l'avertit qu'elle devra faire face à la solitude et se battre pour y parvenir. Iris accepte la responsabilité et jure de protéger le royaume et de maintenir l'équilibre. Pendant ce temps, le protagoniste rejoint la compétition organisée par Groza pour décider du prochain roi. Le vainqueur recevra la grande épée noire. Des candidats de différentes races se rassemblent dans la arène, tous motivés et prêts. Groza explique que chaque candidat doit combattre des monstres enfermés dans la prison. Les deux plus performants s'affronteront lors d'un duel final, et si l'un d'eux sent que sa vie est en danger, il est autorisé à se retirer. La compétition commence lorsque la porte de la prison s'ouvre et que des monstres effrayants ressemblant à des lions en sortent. Chaque concurrent se précipite pour combattre le monstre qui lui est assigné, mais notre garçon reste immobile, repensant au moment où son village a été détruit. Il se rend compte qu'il s'agit exactement des mêmes monstres et laisse sa mémoire alimenter sa colère, alors qu'il en abat un d'un seul coup. Une candidate utilise la magie du feu pour tirer sur son monstre, mais celui-ci survit et la charge. Voyant l'énorme bête venir vers elle, elle se fige de peur et il semble que ce soit la fin pour elle. Mais juste avant qu'il ne puisse lui faire du mal, notre héros s'avance et renverse le monstre. Mais au lieu de Prius, sa décision de l'aider rend les autres méfiants. Et ils commencent à chuchoter et à se demander pourquoi il est intervenu pour aider à l'arrivée. Juste à ce moment-là, un monstre massif apparaît sur le champ de bataille et quelques candidats tentent leur chance et se précipitent vers lui pour se faire écraser un par un. Seul Adèle et notre héros restent en retrait au lieu d'agir de manière imprudente. Le monstre attrape alors un candidat et tente de le serrer à mort. Mais notre héros profite de cette occasion pour sauter sur son dos et lui enfonce son épée dans la poitrine, faisant s'effondrer le monstre et mettant fin à la bataille. À la fin, seul Adèle et le protagoniste restent derrière, et Groza annonce qu'ils s'affronteront dans un duel final une fois les préparatifs terminés. À l'intérieur du bâtiment, Groza entend Adèle demander à notre garçon pourquoi il a aidé cette fille plus tôt. Le protagoniste dit qu'il l'a aidée parce qu'elle en avait besoin et que cela lui suffisait. Mais Adèle ne le voit pas de cette façon. Il dit que s'il veut devenir le roi des ténèbres, il ne devrait pas aider les autres car personne ne se soucie de savoir s'il meurt ou non et qu'il parle de sa propre expérience. En réponse, notre gars dit que si tuer et abandonner des gens est le seul moyen de devenir roi, alors il en créera un nouveau pour lui-même. Après cela, le duel tant attendu commence avec Adèle, frappant en premier et attaquant le protagoniste de tous les côtés. Mais notre garçon bloque chaque coup avec habileté. Leur maîtrise de l'épée est à égalité, mais notre héros a avec lui le pouvoir de l'armure de complot. Alors, il lui montre pourquoi il est le personnage principal. Il s'avance et fait tomber l'épée d'Adèle d'un seul coup et le coince avec la lame sur son cou. Adèle demande pourquoi il ne l'achève pas. Et notre gars dit qu'il veut protéger les gens et répandre des sourires. Adèle se retourne rapidement et attrape à nouveau son épée, chargeant. Mais la même chose se produit à nouveau avec notre garçon le désarmant et tenant la lame contre son cou. Mais cette fois, Adèle abandonne et accepte la défaite. Avec cela, Groza déclare le protagoniste comme successeur au trône et nouveau prince du royaume. Pour preuve, il reçoit la grande épée noire, qui se trouve correspondre parfaitement à la couleur de ses vêtements. Alors qu'il traverse le bâtiment, Adèle se présente formellement et demande son nom, mais le prince ne dit rien. Il rencontre ensuite Val, qui lui dit qu'il est venu avec un message qui doit être délivré au royaume des Blancs, et que seuls le premier et le deuxième, dans l'ordre de succession au trône, sont autorisés à s'y rendre en tant qu'envoyés spéciaux. Le protagoniste et les deux autres montent à bord du navire qui flotte dans le ciel grâce à un pouvoir magique. Groza dit à notre garçon d'être prudent, car ce n'est pas parce qu'ils sont des envoyés qu'ils sont en sécurité, car les deux royaumes sont toujours en guerre. Adèle est d'accord avec elle et regarde notre héros, lui demandant s'il est même capable de faire le travail parce qu'il est du genre calme et pas vraiment quelqu'un qui est doué avec les mots. Et cette mission est importante. Elle dit que leur vie en dépend et qu'un faux mouvement signifie qu'ils sont morts. Finalement, Adèle propose de prendre le relais en tant qu'envoyé, tandis que le prince agit comme son garde du corps et les deux autres acceptent ce plan tandis que le navire continue son vol. Une fois qu'ils atteignent le port, Fuse est le premier à les accueillir en pointant une épée directement sur leur visage. Naturellement, notre protagoniste dégaine son épée. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, Adèle intervient et gère la situation intelligemment
intelligemment. Il s'excuse au nom de notre garçon et dit qu'un garde du corps a parfaitement le droit de protéger l'envoyé. De plus, Fuse aurait déjà dû être informé de leur arrivée. Notre héros sort un parchemin contenant le message officiel et l'un des chevaliers de Fuse s'avance pour le prendre. Adèle garde son calme et leur dit de baisser leurs épées et qu'ils ne sont pas venus là pour commencer quoi que ce soit. Et en plus de cela, Fuse n'a pas le pouvoir de les refuser. Fuse répond froidement qu'il peut dire que les envoyés sont devenus violents et qu'il a dû les abattre. Mais Adèle demande calmement si la reine croirait cela. Fuse répond qu'en tant que chevalier, il est de son devoir de protéger la reine de toutes les menaces. Alors Adèle essaie de raisonner avec lui. Il dit que tout le monde dans leur royaume ne veut pas la guerre, que seul leur roi est devenu fou et que le peuple ne peut rien y faire. Il souhaite donc qu'un nouveau roi s'élève, qui ne gouverne pas comme un dictateur. Il espère que peut-être alors leurs deux royaumes pourront s'entendre. Ces mots semblent enfin parvenir à Fuse et le chevalier baisse sa lame et demande le nom d'Adèle avant de partir informer la reine et de se préparer à leur arrivée. Alors que Fuse les escorte à travers la ville, le protagoniste regarde autour de lui la ville lumineuse et animée et pense qu'elle semble très différente, plus chaleureuse et plus légère que leur royaume des Noirs. Mais il remarque aussi le regard méfiant des gens qui les considèrent comme des étrangers. Finalement, ils atteignent le palais impérial où on leur demande d'attendre. Lorsque la reine Iris intervient enfin, le moment se fige pour notre garçon. Il la regarde dans les yeux et ne peut pas détourner le regard. C'est calme, mais il y a déjà quelque chose entre eux. Adèle s'agenouille et se présente comme le messager du roi. Iris dit qu'elle a lu le message, mais ne comprend pas pourquoi leur roi veut une alliance, surtout quand les choses n'ont jamais été amicales entre eux. Adèle répond qu'ils ont un ennemi commun, en référence à Baal, et dit qu'ils doivent s'en occuper ensemble. Iris reconnaît que Baal est un monstre qui menace les deux camps, mais une fois qu'il sera parti, le roi des ténèbres visera simplement son royaume. Le protagoniste marmonne doucement que cela n'arriverait que sous le roi actuel. Adèle explique que le roi prévoit de démissionner bientôt et que le royaume des Noirs veut une paix durable avec le royaume des Blancs. Son ancien conseiller n'y croit pas et remet tout en question, mais la décision finale revient à Iris, qui s'arrête un instant et leur dit qu'elle donnera sa réponse un autre jour. Après cela, Fuse les emmène dans une chambre d'amis. Là, le protagoniste lui demande avec désinvolture quel genre de femme est Iris, et la façon dont il le dit rend Fuse furieux. Il lui dit de ne pas parler d'elle de manière aussi informelle, mais Adèle intervient rapidement à nouveau et s'excuse au nom de notre garçon et ramène l'attention sur le vrai problème en question. Et le protagoniste hoche la tête et dit qu'il fera attention à ses paroles à partir de maintenant. Plus tard dans la nuit, Adèle craque enfin et dit « Depuis qu'ils sont arrivés ici, le protagoniste n'a fait que créer des problèmes. Il dit qu'il ne sait pas ce qui lui passe par la tête, mais ils sont entourés de gens qui sont prêts à les tuer à la seconde où ils font une erreur. Ils croient tous que le royaume des Noirs a tort et que la reine Iris envisage peut-être d'utiliser cette alliance pour prendre le dessus dans la guerre. Mais le protagoniste l'interrompt et dit qu'Iris se sent différente. Ce à quoi Adèle secoue la tête et s'éloigne. Le lendemain matin, ils se retrouvent à nouveau devant Iris. Avant de répondre à l'offre d'alliance, elle demande au protagoniste qu'en tant que personne issue du peuple, que pensent les citoyens du royaume noir. Notre garçon répond sans hésitation et dit qu'à chaque fois que B se présente, les gens perdent leur maison. Et c'est pourquoi il pense que cette alliance pourrait réellement les aider. Après avoir entendu cela, Iris réfléchit et donne sa décision, disant que le royaume des Blancs s'associera au royaume des Noirs et entrera en guerre contre Baal. Le lendemain matin, Shima entre dans la salle du trône pour parler avec Iris, mais elle n'est pas là. Au lieu de cela, Fuse est affalé sur le trône. Il montre à Shima un message du roi des ténèbres et elle comprend instantanément qu'Iris est partie se battre aux côtés des chevaliers noirs contre Baal. Les deux envoyés séjournent ici en tant qu'invités et Fuse s'assure qu'ils ne causent aucun problème. Pourtant, il a observé qu'ils ne semblaient pas être de mauvaises personnes. Shima décide qu'elle ne peut pas les juger avant de les avoir rencontrés elle-même, alors elle prévoit de le faire plus tard. Pendant ce temps, Baal apparaît à la frontière du royaume des ténèbres. Cette fois, les murs sont fortifiés et prêts alors qu'ils se préparent à affronter les titans. Val dirige les troupes et prononce un discours enflammé pour leur remonter le moral, un peu comme Irwin l'a fait autrefois. Il charge et affronte Baal de front, balançant son épée sauvagement, plus comme une mouche harcelant un éléphant qu'une véritable menace. Une horde de monstres imprégnés d'énergie sombre se précipite pour le soutenir, mais Baal les anéantit en quelques secondes. Une autre vague de créatures arrive et force Baal vers le mur extérieur du royaume. Sur ordre de Gross, une pluie de flèches s'abat sur Baal, mais aucune d'entre elles ne laisse une égratignure. Même l'attaque de Gros ne fait rien. Alors que Baal s'approche, elle panique et saute du mur. Baal s'écrase avec ses ailes et se retrouve face à Val et à une autre armée de monstres. Il tente de le piéger en utilisant des cercles magiques, mais Baal les maîtrise sans effort. Un groupe de mages parvient à le retenir avec de la magie, donnant à Val et Groza une chance de frapper avec tout ce qu'ils ont. Leurs efforts échouent. La balle rugit si fort que tout le monde se fige. Ils commencent à rassembler de l'énergie pour les achever, mais juste à temps, le
le roi des ténèbres apparaît et l'arrête. Le roi téléporte son peuple en lieu sûr, entoure Baal d'énergie sombre et lance une attaque. Même cette frappe ne suffit pas à faire tomber Baal. Alors que Baal prépare son prochain mouvement, Iris apparaît et le retient avec sa magie blanche. Ensemble, le roi des ténèbres et Iris piègent Baal à l'intérieur d'une montagne remplie de lave en fusion. Ils scellent l'ouverture pour le maintenir en feu pour toujours. Leur ennemi commun vaincu, Iris jette un long regard au roi, puis retourne au royaume des Blancs. Plus tard, Fuse présente les envoyés à sa sœur, Shima. Adèle essaie de flirter en complimentant sa beauté, mais elle n'est pas impressionnée. Elle demande s'il est vrai que les habitants du royaume des ténèbres ne veulent pas la guerre. Adèle dit oui, mais explique qu'ils ne peuvent pas défier le roi à moins d'être prêts à mourir. Le protagoniste regarde dehors, voit Iris revenir et se précipite vers la porte. Iris a du mal à s'accrocher et n'a pas la force de voler. Elle atterrit mais trébuche et le prince la rattrape à temps. Il la soutient contre un mur, tandis que ses partisans arrivent. Elle souffre et est clairement épuisée. Il la précipite au lit où elle reste agitée. Shima la surveille et conclut qu'Iris s'est utilisée comme médium pour un pouvoir immense qui a laissé son corps dans un état dangereux. Elle demande à Fuse d'annoncer le résultat de l'alliance aux envoyés. Fuse ne veut pas la quitter, mais finit par partir. Plus tard, Adèle visite la chambre du protagoniste et le taquine, disant que Shima semble être son type. Il laisse également entendre que le prince pourrait avoir des sentiments pour la reine. Le protagoniste le nie et dit qu'il s'inquiète seulement de son état. Réalisant qu'il a dépassé les bornes, Adèle s'excuse. Alors qu'il est sur le point de partir, Fuse fait irruption et le réprimande pour être entré dans des pièces sans permission. Adèle, comme d'habitude, reste calme et plaisante en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que le chevalier commandant apparaisse à cette heure-là. Le protagoniste s'enquiert de l'état de la reine. Fuse rétorque que cela ne le regarde pas, mais adoucit ensuite son ton et dit qu'elle se rétablira bientôt. Il est clairement jaloux. Fuse annonce que Baal a été vaincu et que les conditions de l'alliance ont été remplies sans désastre. Leur mission étant accomplie, Adèle décide de dire au revoir à la reine et de retourner dans leur royaume. Pendant ce temps, Groza rentre chez elle, impatiente de prendre un long bain. Sur son chemin, elle rencontre Val, qui lui remet un parchemin et lui confie la tâche de le livrer au royaume des Blancs. Iris s'est maintenant un peu remise et les deux envoyés se tiennent devant elle. Adèle est profondément reconnaissante et dit qu'elle n'a pas de mots pour exprimer ses sentiments. Mais même si Iris a beaucoup souffert, elle s'inquiète davantage pour le peuple du royaume des Noirs, qui a également subi de lourdes pertes. Elle prie pour ceux qui ne servent pas le roi des ténèbres, espérant qu'ils renaîtront avec une âme pure. Adèle fait alors une annonce audacieuse qui choque tout le monde. Il exprime son désir de demander une audience au roi des ténèbres et de le persuader d'arrêter la guerre contre le royaume des Blancs. Ces paroles ressemblent à un souhait de mort, mais Adèle a déjà pris sa décision à cause de Fuse, et il pense que c'est la seule façon pour les deux royaumes d'avancer. Juste à ce moment-là, un chevalier entre dans la salle et les informe qu'un autre messager du royaume noir est arrivé. Alors, Iris laisse entrer le messager. Groza apparaît et s'agenouille devant elle, lui présentant le message qu'elle a apporté du roi. Pendant qu'Iris lit la note, Groza jette un coup d'œil au protagoniste de côté et voit que ses yeux sont fixés sur Iris, ce qui lui fait faire une grimace de jalousie. Iris prend un souffle de soulagement et annonce que le roi des ténèbres a demandé une période de paix afin que les deux camps puissent se remettre des dégâts causés par Baal. Tout le monde est surpris et Fuse commente qu'Adèle n'a plus besoin de risquer sa vie pour la paix, ce à quoi Iris répond positivement et accepte la demande du roi. Son assistante part écrire la réponse et Iris décide d'emmener tout le monde faire un petit tour pour voir le royaume des Blancs, puisqu'elle se sent mieux grâce au traitement de Shima. En quittant le palais, il rencontre Théo, qui fait quelque chose près d'un arbre. Il est excité de voir ses frères et sœurs, mais au moment où il découvre que les autres viennent du royaume noir, il se cache derrière sa sœur par peur. Adèle rit et dit qu'ils ne le mangeront pas, et Shima est d'accord, mais Groza brûle à nouveau de jalousie lorsqu'elle remarque qu'Iris regarde le protagoniste. Son expression s'adoucit lorsqu'elle voit Théo, qui sort après avoir réalisé que tous les habitants du royaume noir ne sont pas mauvais. Il lui demande ce qu'il fait et il leur montre un oiseau blessé. Plaçant une main sur l'oiseau et l'autre sur l'arbre, il canalise la magie de guérison à travers l'arbre, jusqu'à l'oiseau qui commence à briller. Alors que l'oiseau est guéri, Shima explique qu'elle lui a appris ce sort et commente que Théo a un talent pour la magie. Fuse trébuche en avant et rappelle à Théo qu'il était censé rejoindre les chevaliers. Mais Théo le taquine en retour, disant que s'il rejoint, Fuse sera rétrogradé au rang de vice-commandant. Et tout le monde rit de la réponse confiante du garçon. L'oiseau guéri s'envole avec son compagnon, et Groza remarque que les oiseaux d'ici sont joyeux et bien élevés, contrairement aux oiseaux noirs de chez nous, qui sont toujours prêts à causer des ennuis. Fuse dit que la même chose s'applique à leurs envoyés, tous vêtus de noir, et Adèle répond que les gens ici ne sont pas différents habillés en blanc. Iris accepte avec un sourire, ce qui fait battre le cœur du prince, mais Groza le voit
et ne peut pas le supporter. Elle partage soudainement une idée et suggère qu'elles essaient de porter les vêtements de l'autre et les filles acceptent sans hésitation. Adèle et Fuse sont les premiers à échanger leur tenue. Ils se sentent mal à l'aise, mais continuent. Adèle demande au protagoniste s'il veut essayer, mais il refuse. C'est maintenant au tour des filles. Alors elles se dirigent vers le vestiaire. Groza se demande quelle robe elle devrait essayer et choisit celle d'Iris, ce qui ne lui plaît pas. Shima suggère à Iris d'essayer la robe de Gros, puisque personne d'autre ne peut porter la tenue de la reine. Ga enlève immédiatement sa tenue et Iris la met, mais elle ne lui va pas bien. Ga fait l'éloge de son apparence et l'exhorte à le montrer à tout le monde. Mais Iris fait une grimace, clairement peu impressionnée. Et Groza claque sa langue, essayant d'embarrasser Iris devant le protagoniste. Shima intervient et propose d'échanger ses robes avec Ga, qui accepte. Lorsqu'ils sortent, les garçons ont l'air de s'ennuyer, mais le protagoniste, toujours fidèle, garde les yeux sur Iris. Adèle et Fuse font l'éloge de leur tenue et Adèle demande l'avis du protagoniste. Il baisse la tête et dit avec désinvolture qu'ils ont tous les deux l'air bien, même s'il n'a pas encore d'opinion. Il décide de jouer aux échecs en utilisant des pièces en forme d'animaux comme des chats, mais Fuse, le commandant des chevaliers, perd chaque partie. Il est frustré, mais reste déterminé à gagner au moins une fois. Shima pense qu'il est temps de rentrer et de laisser les envoyés se reposer. Mais Iris insiste pour rester, car elle a rarement l'occasion de jouer avec tout le monde comme ça. Théo dit qu'elle peut toujours sortir pour jouer parce qu'elle est la reine. Mais Shima le corrige en disant que, parce qu'elle est la reine, elle doit rester dans sa chambre et s'occuper de son royaume. Le protagoniste la regarde avec des yeux sérieux, se sentant triste, mais Iris reste joyeuse et veut continuer. Soudain, son estomac grogne. Elle est gênée et en même temps, l'estomac du protagoniste grogne aussi. Shima suggère qu'ils mangent tous ensemble. Shima va préparer le dîner et met ensuite la table avec divers plats. Ga apporte un plat spécial de son royaume, la soupe aux anchois. Le protagoniste mange du pain et goûte la nourriture. Iris lui demande ce qu'il en pense, mais Adèle répond en premier, disant que le goût est fade comme tous les plats du palais. Fuse n'est pas d'accord et dit que c'est délicieux. Groza prend également une gorgée et trouve la nourriture simple. Alors elle lui propose sa soupe. Mais quand les autres l'essaient, c'est beaucoup trop salé pour eux. Cela explique pourquoi Adèle pensait que la nourriture locale était sans goût. Le protagoniste a alors une idée. Il ajoute une cuillère de soupe de Gros au plat nature et le mélange devient délicieux. Alors, tout le monde le copie et s'accorde à dire que la combinaison des plats des deux royaumes crée la saveur parfaite. Ils continuent à manger jusqu'à ce que toute la nourriture soit partie. Malheureusement, il n'y a plus de soupe pour plus tard, mais Fuse dit qu'ils ont quelque chose d'encore meilleur que la soupe. Les légumes sauvages qu'Iris cueille elle-même. Le protagoniste se souvient avoir vu des plantes vertes sauvages dans le royaume noir, mais elles semblent sombres et fanées. Il dit qu'il les a déjà essayées, mais ceux cultivés ici au soleil doivent avoir un goût bien meilleur. Iris s'excite et annonce qu'ils devraient tous aller les chercher ensemble. Plus tard dans la nuit, le prince regarde à l'extérieur du palais, perdu dans ses pensées, mais Groza apparaît et perturbe sa paix. Elle lui demande si quelque chose le dérange et il répond que la reine du royaume blanc semble être une personne très ordinaire. Groza sourit et dit qu'il est également ordinaire et qu'elle le soutiendra toujours. Ses yeux disent ce que sa bouche ne peut pas dire, mais elle met ses sentiments de côté et le repousse doucement dans sa chambre pour dormir, car ils auraient une journée chargée à cueillir les légumes sauvages le lendemain. Le matin, il marche vers les bois menés par Iris, qui est extrêmement excitée comme une enfant. Elle trébuche un peu, ce qui inquiète tout le monde. Shima lui conseille donc de faire attention, car elle n'est pas encore complètement rétablie. Mais ces moments comptent plus pour Iris que sa santé, et elle emmène tout le monde vers un arbre aussi énorme que le titan colossal, où elle cueille toujours des légumes verts sauvages. Pendant qu'ils y sont, Adèle leur propose un concours en leur suggérant de se diviser en groupes et de voir lequel peut rassembler plus que les autres. Fuse s'imagine faire équipe avec Iris et Groza avec Prince. Alors tous deux acceptent immédiatement l'idée. La question se pose maintenant de savoir comment diviser les groupes. Adèle propose que les groupes favorisent les échanges entre les deux royaumes, ce qui signifie que chaque groupe doit avoir un membre de chaque royaume. Et cette suggestion fait instantanément dérailler l'humeur des gars rêveurs. Avant de commencer, Iris leur conseille de cueillir soigneusement les légumes sauvages. Certains d'entre eux sont toxiques s'ils ne sont pas préparés correctement, il faut donc les cueillir correctement. Elle explique cela en prenant l'exemple des pousses d'Angélique. Bien que les arbres soient maigres, ils ont des pousses qui poussent à leurs extrémités. Elle leur montre comment cueillir les bons et leur dit que s'ils poussent davantage, ils deviennent amers, ils doivent donc s'assurer de ne cueillir que ceux de cette taille. Son regard tombe sur des bourgeons fuquis poussant
sur le sol et elle leur montre comment les cueillir également. Elle mentionne les noms de plusieurs plantes sauvages qu'aucun d'entre eux n'avait entendues auparavant. Alors, Shima décide de la retirer de la compétition car ils sont voués à perdre si elle participe. À la fin, les couples sont décidés et les deux gars, à l'amour non réciproque, se retrouvent regroupés. Adèle, bavarde comme toujours, se retrouve jumelée à Shima, son béguin, qui agit comme une étrangère pour lui. Les groupes se dispersent dans différentes directions. Adèle et Shima trouvent de quelques bourgeons sur le chemin, mais ils sont plus développés que ceux qu'Iris a cueillis. Adèle ne peut pas faire la différence et essaie de les choisir, mais Shima repousse sa main, disant qu'il devrait vraiment laisser Iris les vérifier en premier. Calmement, Adèle dit qu'elle est sérieuse et demande si elle pense qu'il y a une différence entre les gens de leur royaume. Elle nie cela et dit que c'est juste une question de personnalité. Elle s'excuse pour tout à l'heure et cueille les bourgeons, ajoutant que ce niveau de différence de croissance ne sera pas un problème. Pendant ce temps, Théo et Prince sont ensemble à la recherche de plantes. Théo trouve une plante qui ressemble à des pattes d'oiseau et se demande si elle est comestible. Alors, il appelle Iris. Elle regarde et confirme qu'il s'agit de pattes d'oiseau. Comme Théo l'avait deviné, il demande s'ils peuvent les manger et elle leur dit qu'ils sont comestibles lorsqu'ils sont bouillis et peuvent également être séchés pour être utilisés comme remède contre le rhume. Le prince la félicite d'avoir fait un doctorat en herbe, ce qui la flatte, et elle leur montre comment cueillir ce genre de plantes. Après l'avoir appris, Théo part à la recherche d'autres d'entre eux. Iris demande alors au prince si elle peut se joindre à eux, et il accepte avec un sourire qui semble destiné uniquement à elle. Ils ont vraiment l'air d'être un couple mignon. Alors qu'ils cueillent des plantes, leurs mains se touchent accidentellement et tous deux se retirent avec le visage rougi. De loin, le couple jaloux observe le moment et s'agite. Fuse a déjà la main sur la poignée de son épée. Groza demande pourquoi il semble prêt à se battre et il dit qu'il s'assure simplement que le protagoniste n'essaie rien avec Iris. Elle fait une grimace et demande s'il ressemble vraiment à ce genre de personne. D'une certaine manière, cela le calme et il s'excuse en disant qu'il ne doute pas d'elle. Il parle de la façon dont il semble se faire confiance comme le font les Blancs. Groza dit qu'elle réalise qu'il a le potentiel pour devenir le prochain roi, répétant les mots que le prince a dit un jour à propos de son idéal. Elle ne dit pas son nom, donc Fuse suppose qu'elle parle d'Adèle, mais elle le corrige en disant qu'elle ne parlait pas d'Adèle. Après un certain temps, ils se rassemblent tous au point de rendez-vous avec leurs légumes verts collectés. Iris vérifie d'abord le seau de Théo et voit qu'il a cueilli un bon nombre de plantes et qu'elles sont très bien préparées. Théo la regarde avec un sourire apaisant, tandis que les jaloux autour d'eux font des grimaces laides qu'ils méritent complètement. Iris se déplace à côté du groupe de Shima et voit qu'ils ont également collecté beaucoup de choses. Elle vérifie ensuite le groupe de Fuse et découvre qu'ils ont cueilli des plantes non comestibles. Lors du comptage du total, le groupe du héros gagne. Iris décide d'utiliser les plantes qu'ils ont cueillies pour préparer un plat. Théo s'approche du gars principal et parie que manger ensemble rendra le goût encore meilleur. En réponse, il sourit vivement, ce qui fait battre le cœur des filles. Maintenant que les plantes sont prêtes, il faut rassembler le reste des ingrédients. Les garçons vont chercher du bois sec, tandis que les filles partent chercher de l'eau. Iris rejoint les filles et leur apprend à éliminer l'amertume des plantes sauvages. Elle place le panier dans l'eau du lac et le laisse tremper pendant un moment. Une fois que les autres filles ont fini d'aller chercher de l'eau, elle leur dit d'aller de l'avant pendant qu'elle reste avec les plantes trempées. Pendant ce temps, les garçons ramassent du bois et le gars principal remarque qu'il est chaud, probablement parce qu'il est encore vivant. Fuse commente que le soleil est rare dans le royaume des Noirs. Le prince est d'accord, disant que les rayons du soleil traversent à peine les nuages. Il trouve donc apaisant de se prélasser au soleil. Soudain, le personnage principal se rend compte que Théo n'est pas avec eux. Alors ils commencent à courir partout à sa recherche. En regardant, le prince voit Iris au bord du lac et se précipite pour l'informer, mais il trébuche et s'écrase sur elle, les faisant tous les deux tomber dans l'eau. Ils se relèvent et sortent du lac où il demande rapidement si elle a vu Théo. Elle lui dit que Théo est venu avec un tas de branches et est parti avec Shima et Groza. En entendant cela, il se sent soulagé et remarque alors leur situation actuelle. Il rougit et se détourne vers le bord du lac, tandis qu'Iris se rend compte que ses vêtements trempés sont un peu révélateurs, ce qui l'embarrasse. Elle se dirige également vers le bord du lac et le remercie de s'inquiéter pour Théo, même s'il ne pense pas que ce soit un gros problème. Elle propose qu'il reste là un moment pour sécher leurs vêtements et il accepte tranquillement. Alors, tous les deux passent du temps seuls. Fuse et Adèle retournent au point de rendez-vous et trouvent Théo déjà là. Il dit avoir suivi leur conseil de revenir au point de départ s'ils se retrouvaient un jour séparés. Le couple principal revient également après un certain temps et ils ont l'air si mignons ensemble. Une fois tout rassemblé, ils commencent tous à préparer la nourriture. Les garçons s'occupent du gros du travail pendant que les filles préparent le plat. Enfin, ils servent le repas dans un endroit calme. Après que les envoyés aient pris
une bouchée, Fuse demande quel goût cela a. Adèle dit que c'est délicieux, encore meilleur que ce qu'ils ont mangé hier. Iris demande au prince ce qu'il en pense, et il répond que c'est meilleur que tout ce qu'il mange dans le royaume en contrebas. Comme d'habitude, Groza devient jaloux en les voyant parler. Théo lui offre le plat, et après l'avoir goûté, elle éclate d'excitation. Elle suggère d'ajouter un peu plus de sel, et heureusement, Shima en a apporté. Il le saupoudre sur le plat, ce qui le rend encore plus savoureux. Fuse propose un accord commercial et suggère aux envoyés de ramener l'idée chez eux. Mais le personnage principal dit qu'ils ne peuvent pas décider cela par eux-mêmes et regarde Iris. Elle sourit et dit qu'elle espère qu'ils pourront tous passer plus de temps comme ça ensemble. Un message soudain arrive du royaume des Noirs, ordonnant aux envoyés de rentrer chez eux immédiatement. Ainsi, suivant cet ordre, Grosse monte à bord du navire en premier, tandis que les Blancs leur apportent de nombreux cadeaux d'adieu. Prince et Adèle se préparent à partir et rencontrent Fuse qui leur rend leurs armes. Après cela, ils se dirigent vers Iris pour lui dire un dernier au revoir. Iris leur remet un message adressé au roi des ténèbres, espérant qu'il puisse déclencher un échange entre les deux royaumes. Elle estime que si les conditions sont respectées, l'équilibre sera maintenu. Cependant, les choses commencent à prendre une tournure étrange. Adèle déclare tranquillement que c'est la fin. Il dit que l'équilibre est la loi du monde et que la vie doit être protégée, mais seuls ceux qui ont de la force peuvent le faire pour tout le monde. Cette idée devient un fardeau flottant au-dessus de leur tête comme une règle étrangère. Il dit que c'est bien pour les personnes blanches qui obtiennent le pouvoir de la rune progénitrice et peuvent se protéger. Mais qu'en est-il de ceux qui sont dans l'obscurité? Pourquoi doivent-ils vivre éternellement sous l'ombre? Iris répond que la règle existe pour équilibrer le ciel et la terre, la lumière et l'obscurité, et qu'il en est ainsi depuis le commencement du monde. Adèle éclate soudainement de colère, révélant ses vraies couleurs. Il dit « C'est exactement le genre d'excuse que les forts invoquent. » En un éclair, il se transforme en démon et se jette sur Iris, dans le but de l'achever sur le champ. Avant que quiconque puisse réagir, le protagoniste intervient et le coupe proprement en deux, tout comme Askeladd avait l'habitude de couper quiconque se trouvait sur son passage. Fuse attrape le prince sans hésitation et le réduit en bouillie, furieux de leur trahison. Il regrette d'avoir fait confiance aux gens du royaume noir. Après l'avoir attaché avec une corde, il l'entraîne pour lui donner une leçon. Pendant ce temps, Shima aide Iris à rentrer à l'intérieur. Bien qu'Iris semble perturbée, elle sent en quelque sorte que le héros n'est pas en faute et elle s'en inquiète silencieusement. De retour sur le navire, les choses deviennent tendues. Soudain, tout se met en mouvement et quelques chevaliers rapportent à Groza que les envoyés ont été arrêtés et que quelque chose de grave s'est produit. De retour à la maison, Fuse tombe en panne. Il se maudit de croire à l'idée d'amitié entre les royaumes et se demande si l'équilibre n'existe que pour assurer l'opposition. Il se demande si cela signifie que leurs chevaliers sont morts et ne peuvent plus se battre pour toujours. Shima essaie de le calmer en disant qu'ils ont réussi à empêcher l'attaque et que tout va bien maintenant. Mais Fuse crie que ce n'est pas bien. Il dit qu'il n'est plus sûr de rien. Théo intervient pour l'arrêter. Il dit qu'ils n'ont pas vécu l'éternité, donc ils ne devraient pas faire d'hypothèse à ce sujet. Si Fuse se battait avec un voisin et faisait durer le conflit, il se mettrait lui aussi en colère. Les adultes doivent agir comme des adultes et prendre des décisions intelligentes. Après avoir dit cela, Théo s'enfuit, bouleversé. Shima reste calme et ferme. Elle rappelle à Fuse qu'ils sont toujours en service, puis s'éloigne en lui disant de ne pas rester debout trop longtemps. Ailleurs, Iris se tient devant le cristal progéniteur rempli de doutes. Elle demande à la rune si l'équilibre qu'elle maintient est ce qui alimente la haine entre les royaumes. Elle dit qu'elle n'est pas assez forte pour résister à la haine. Le cristal commence à briller et la rune progénitrice répond. Cela lui dit qu'elle doit décider ce qui doit être protégé. Pendant ce temps, le prince se réveille en prison. Alors que ses sens reviennent, il se souvient de ce qui s'est passé. Il ne comprend toujours pas pourquoi il a sauvé Iris. Peut-être qu'Adèle avait prévu cela et que la sauver aurait pu profiter au royaume noir. Mais à la fin, il l'a choisi parmi tout le reste. Il se souvient de ce qu'il a dit après avoir tué Adèle, à savoir que ceux du royaume noir n'ont d'autre choix que d'obéir au roi et qu'Iris doit penser la même chose de lui. Soudain, une lumière apparaît à l'extérieur de la porte principale. Un chat blanc pur entre et la porte s'ouvre toute seule. Le chat marche devant lui, comme s'il lui demandait de le suivre. Le protagoniste obéit. Il remarque qu'il n'y a aucun garde en vue, ce qui signifie que le chat l'aide à s'échapper. Ils se déplacent à travers la ville hautement sécurisée, sautant par-dessus les toits jusqu'à atteindre le sommet de la colline. Là, ces deux épées sont clouées au sol et une douce lumière les entoure. Un cristal se forme devant lui, scellant Iris à l'intérieur, tout comme Annie l'avait fait autrefois. Le cristal se brise et Iris s'effondre dans les bras du prince. Ils se tiennent la main et elle dit que la lumière n'est pas la seule chose qui compte. L'obscurité doit également exister et les deux sont nécessaires à la paix. Le prince prend une profonde inspiration et la serre dans ses bras. Il dit qu'il souhaite également la paix. Si l'aider apporte le bonheur aux deux royaumes,
royaume, alors il le fera même depuis les profondeurs du monde. Il lui dit de suivre le chemin en lequel elle croit. Il révèle qu'il est le véritable héritier du trône du royaume noir et jure qu'il deviendra roi. Ensemble, ils apporteront la paix au monde, une paix que même Iris n'a pas réussi à créer. Mais le monde est contre eux. Les chevaliers ont découvert son évasion et sont en route. Le prince remercie Iris pour tout, puis retourne vers son monde. Après l'incident, les choses reviennent à la normale dans le royaume des Blancs. Les mêmes monstres continuent d'attaquer chaque jour et Iris continue de les affronter. Un jour, Fuse et Shima s'agenouillent en devant elle et rapportent que des signes d'obscurité se sont multipliés ces derniers temps et que des éclaireurs ont été repérés près d'une zone spécifique. Iris leur ordonne de renforcer la sécurité près de chaque garnison et promet de partir elle-même dès qu'ils détecteront la moindre trace d'obscurité. Pour l'instant, les troupes de nuit et les mages restent dans le palais et attendent son ordre. Tout le monde est d'accord avec son plan sauf Fuse. Il demande un court congé, pensant qu'Iris est encore épuisée par la dernière bataille. Il veut trouver un moyen d'accélérer son rétablissement. Mais Iris refuse sa demande, insistant sur le fait qu'elle se rétablira bientôt. Elle lui rappelle qu'il doit entraîner ses troupes en prévision de toute invasion. Et Shima doit demander à ses mages de se concentrer sur leurs pratiques magiques. Ils reçoivent de tous deux leurs ordres et sont renvoyés. En sortant, Fuse essaie de persuader Shima de l'écouter, mais elle n'est pas d'accord avec son idée et se demande qui dirigera les troupes en son absence. Elle lui demande également comment il compte guérir Iris. Fuse dit qu'il a une piste. Elle soupire et l'avertit de ne pas agir de manière imprudente. Fuse se rend à Atlantia dans l'espoir de trouver un remède. Atlantia lui dit qu'il existe un moyen, même s'il est extrêmement dangereux. Iris a retrouvé ses forces, mais ses nerfs magiques, ceux responsables de la transmission du pouvoir, ne sont pas complètement guéris. Normalement, les effets d'une âme pure les aideraient à récupérer. Mais Fuse semble impatient. Atlante explique qu'il existe une source sacrée sur une île appelée les Gouttelettes Brillantes, où se rassemblent les bénédictions d'une âme pure. L'eau peut la guérir, mais atteindre la source est extrêmement difficile. Fuse ment, disant qu'Iris lui a donné la permission et convainc Atlantia de l'accompagner. Finalement, elle accepte d'y aller. De retour au palais, les mages se rassemblent dans une salle où est conservée la rune progénitrice. Ensemble, ils chantent la cage magique de l'affection. Ils parviennent à le lancer avec succès du premier coup, mais cela vide le corps de Shima. Elle prévient tout le monde de ne pas perdre sa concentration. Ce sort tire une immense puissance de la rune, et plus d'un corps est nécessaire pour le gérer. Si une seule personne brise le rythme, le sort échouera, et tout le monde en souffrira. Elle les encourage à rester forts, et recommence à chanter. Un chevalier se précipite pour l'informer que Fuse a disparu. Shima va voir Iris et s'excuse au nom de son frère. Il a dû partir à la recherche d'un moyen de la guérir. Iris lui dit de ne pas s'excuser, mais de retourner à l'entraînement et de continuer à entraîner les mages. Pendant ce temps, Atlantia et Fuse arrivent dans une grotte qui mène à la source. Elle le prévient à nouveau. Rares sont ceux qui y vont qui reviennent, mais Fuse reste confiant dans ses capacités et continue d'avancer. Nous passons maintenant au point de vue du protagoniste à partir du jour où il quitte le royaume des Blancs. Il garde secret le fait qu'il a rencontré Iris sur le chemin du retour. Après avoir embarqué à bord d'un vaisseau spatial, il retourne au royaume des Noirs. À son arrivée, il se voit interdire l'entrée du palais et se retrouve à penser constamment à Iris, à la façon dont elle porte un fardeau si énorme sur ses petites épaules. Il ne s'agit pas seulement de son royaume, mais du monde entier. Il décide qu'il ne peut pas la laisser supporter tout ça toute seule. Lors de l'entraînement à l'épée, il se pousse tellement fort que Val le remarque et se demande s'il s'est fixé un nouvel objectif. Le prince demande si tout semble aller bien ici. Val explique qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas contacter les Blancs. Celui qui a le lien le plus profond avec les ténèbres est éligible pour devenir roi et cet ordre doit être obéi. Les ténèbres continuent de se propager comme elles l'ont toujours fait depuis le commencement du monde. Mais le protagoniste se demande si quelqu'un s'est déjà arrêté pour se demander quelle est la bonne voie. Val dit que peut-être le roi y a pensé aussi. C'est peut-être pour cela qu'il veut répandre l'obscurité partout pour finalement apporter la paix. Mais ce résultat n'est pas garanti. Val ajoute qu'un roi est responsable de penser au-delà des sentiments et d'obtenir des résultats. Il dit que le prince devrait simplement faire bon usage de lui sur le chemin en lequel il croit. Leur conversation se termine et ils reprennent l'entraînement. Goza arrive en courant et les informe que le prince et elle ont reçu l'ordre de combattre des monstres en première ligne. Des monstres trop puissants pour que l'armée régulière puisse les gérer. Val va inspecter les troupes avant de rapporter au roi que les préparatifs sont terminés. Pendant ce temps, le prince et Groza arrivent sur une terre aride où l'on s'attend à ce que des monstres apparaissent. Après avoir marché pendant 5 minutes, ils rencontrent des monstres ressemblant à des lions et les abattent rapidement. Alors qu'ils continuent, ils aperçoivent un vaisseau céleste se dirigeant vers le royaume des Blancs. Groza remarque qu'il ne semble pas que le roi ait l'intention de faire la paix. Soudain, des monstres ressemblant à des abeilles leur tendent une embuscade. Pendant la bataille,
fille, Groza glisse et dégringole d'une colline. Le prince saute après elle et utilise son épée pour ralentir leur descente en l'enfonçant dans la paroi de la falaise. Ils atterrissent en toute sécurité, mais maintenant, ils sont coincés. Avant qu'ils ne puissent trouver un moyen de revenir, un monstre massif apparaît. C'est plus grand que tout ce qu'ils ont vu. Il est aussi énorme que les rames de One Piece et il tue même ses propres semblables dans son déchaînement. Groza lance une attaque magique, mais elle échoue. Le prince s'avance pour le gérer, se transformant en sa forme de rat et se préparant à se battre. Dans le royaume des Blancs, des navires du ciel sombre apparaissent dans le ciel, signalant la guerre, tandis qu'Iris se tient seule et se prépare à les affronter. Iris a toujours ressenti l'importance de l'équilibre du monde depuis qu'elle est devenue reine. Si cet équilibre est perturbé, le monde sera confronté au chaos. C'est pourquoi la loi doit être respectée. Mais elle s'est toujours demandé si la lumière et l'obscurité avaient été équilibrées alors qu'elles se battaient l'une contre l'autre. Elle ne peut pas seule changer le destin et tout ce sur quoi elle doit travailler, c'est le présent. Shima déploie les chevaliers et court vers la tour où les mages la retiennent à peine. Certains monstres traversent le mur et envahissent la tour et un mage tente de s'en occuper, mais il la maîtrise. Au bon moment, Shima arrive et les assomme en une seule attaque magique. Elle ordonne aux mages de rester sur la tour tandis que les chevaliers se rendront en ville pour protéger les civils. Une situation d'alerte est observée dans la ville et tout le monde court pour se rendre dans un endroit sûr. Au milieu du chahut, un portail sombre s'ouvre et des monstres autres que volants apparaissent, qui sont essentiellement des gobelins. Shima est informé que des monstres ont également envahi et qu'ils ressentent le besoin urgent d'un fusible idiot. Atlantia et Fuse continuent leur chemin dans la grotte et se retrouve dans une impasse. Atlantia trouve quelque chose et utilise un pistolet à cordes pour s'élever vers le haut où il peut voir une autre voie. Fuse le suit pour emprunter un nouveau chemin qui est complètement sombre. Ils continuent leur chemin et après un moment, ils voient qu'il n'y a pas de fin à ce chemin de grotte. Atlante utilise une lunette pour voir une porte magique. Il y va et voit son passage, sinon il serait resté ici pendant des années. Ils font face à un nouvel ennemi, un mur. Et pour le briser, Lansha est venu préparer. Il a stocké le pouvoir des runes dans des flacons ronds et il les utilise pour briser le mur qui les conduit à une zone remplie de cristaux comme ceux vus dans Genshin Impact. Cependant, il ne se brise pas lorsque Fuse les frappe avec son épée. Atlantia revient avec un tour et utilise ses esprits pour allumer le cristal. Il leur montre enfin un chemin vers un lac aux gouttelettes brillantes. Atlantia décide de continuer avec certaines précautions, car le lac est mortel comme un poison. Il le montre en lançant une pierre qui se brise en un instant. Mais Fuse a une détermination sans faille et se lance dans des eaux mortelles parce qu'ils n'ont pas assez de temps. L'obscurité se serait maintenant propagée comme un feu et il ne pouvait plus perdre de temps ici. Il atteint enfin les gouttelettes flottantes qui arrivent soudainement d'elles-mêmes dans sa main. C'est ainsi que sa mission s'accomplit. Shima arrive également dans la ville et ordonne aux chevaliers de conduire les gens au palais pendant que les mages retiennent ces monstres. Juste au moment où ils sont sur le point de lancer leur attaque magique, Iris élimine ces monstres avec sa puissante attaque. Elle semble épuisée et demande à ses mages de créer une cage magique. Conformément aux ordres, ils ont installé une cage magique autour de toute la ville. Il agit comme une barrière et repousse tous les monstres, mais Iris s'évanouit à cause d'un épuisement extrême. En sortant de la grotte, Fuse et Atlantique voient la cage recouvrant la ville. Fuse suppose que les ténèbres ont dû les attaquer et qu'Iris a peut-être utilisé le pouvoir pour construire la cage de cette échelle. Dans le royaume des ténèbres, Rosa et Prince ont affaire au frère d'or, qui peut également utiliser des épées et se battre avec le protagoniste sur un pied d'égalité. Mais le prince est un pro-agoniste et il donne des coups de grâce au monstre pour le mettre au repos. Après cela, il demande à Groza s'ils pourront retourner au royaume blanc. Groza ne sait pas ce que pense le roi, mais après cela, quoi qu'il soit arrivé, les choses ne peuvent pas revenir en arrière. Quoi qu'il en soit, cette fille fait des efforts pour lui remonter le moral et l'invite à dîner car elle a capturé un poisson frais. Sur son invitation, il se rend à son dîner où il marmonne encore à propos du roi des ténèbres et se souvient de ce que Val a dit sur la vérité de ce monde. La vérité est que le roi des ténèbres est toujours englouti par les ténèbres. Notre garçon ne parvient pas à l'accepter. De plus, il a une promesse à tenir avec la reine. Groza éclate de colère et lui demande de suivre ses idéaux. Elle restera à ses côtés et le soutiendra. Elle lui avoue même son amour pour lui, qu'elle l'aime depuis leur première rencontre. Mais il ne lui répond pas, ce qui la conduit automatiquement à croire qu'il veut un avenir avec Iris. Il hoche également la tête pour le confirmer. Elle fond en larmes et s'enfuit, le cœur brisé. Pourtant, elle compte toujours rester à ses côtés. Fuse revient avec les gouttelettes dans une bouteille pour Iris et Shima les saupoudre sur Iris. De ce fait, la douleur qui la tourmentait s'estompe et elle ira bientôt mieux. Les frères et sœurs rentrent chez eux et Shima explique tout ce qui s'est passé derrière eux. Les mages tiennent toujours la cage,
Mais cela ne durera pas longtemps. Fuse l'a appris des chevaliers et décide qu'une fois les préparatifs terminés, ils laisseront tomber la cage. Iris va prier et se demande ce qu'elle doit faire maintenant. Elle se souvient de sa rencontre avec le prince et de la façon dont, lorsqu'il lui a demandé de suivre son chemin, elle a répondu que le chemin auquel elle croit est celui qu'elle suit avec lui. Juste à ce moment-là, l'idiot Fuse arrive pour l'interrompre et lui dit qu'elle ne devrait pas trop se forcer et bien se reposer avant que la guerre contre les ténèbres ne commence. Elle dit qu'elle est reconnaissante que lui et Shima se soucient toujours d'elle et Fuse affirme qu'il la considère plus qu'une famille. Il est donc naturel qu'il se soucie d'elle. En entendant cela, elle le remercie et rentre chez elle. Notre garçon regarde dehors par la fenêtre de sa chambre et voit une horde de monstres chevauchant dans le ciel, ce qui le choque. Il arrive en ville et entend un vieil homme parler de la guerre qui va avoir lieu avec les Blancs. Son regard tombe sur le prince qui le surprend qu'il se trouve ici au lieu de rejoindre la guerre. Il lui demande s'il a trahi le roi ou quelque chose comme ça, mais le protagoniste nie. Cet homme se rassure et vient au travail en lui demandant de baisser les impôts après qu'il soit devenu roi. Deux petits-enfants s'approchent de lui et lui demandent s'ils vont gagner. Leur mère a dit que l'îlot blanc bloquait la lumière du soleil et qu'elle ne pouvait pas sécher ses vêtements. Le prince assure à contre-cœur qu'ils vont gagner. Un chevalier, accompagné d'une troupe de monstres, apparaît et reçoit l'ordre d'invoquer notre garçon. Ils le prennent donc comme le plus grand criminel ici. Les habitants du royaume blanc se préparent à la prochaine guerre qui pourrait s'étendre à tout le royaume. Les frères et sœurs aînés conseillent à Théo de fuir dans un endroit éloigné si les choses tournent mal. Alors Théo leur dit qu'il va courir vers la mer en utilisant sa magie. Mais il est sûr qu'ils gagneront, car ils ont Iris à leur côté. Les frères et sœurs sont également d'accord, et Fuse est tellement dévoué à se battre pour Iris jusqu'à ses derniers instants. Iris est si énergique et préparée contre le roi du noir, juste en se souvenant de la promesse qu'elle a faite avec son amant. La prochaine guerre commence entre les blancs et les noirs. Les chevaliers blancs se tiennent devant le château pour le défendre et affronter les chevaliers noirs. Les forces noires ne se limitent pas au sol, mais aussi au ciel. Les monstres volants continuent d'attaquer les mages qui les retiennent, mais les monstres finissent par se propager à l'horizon. Même le roi du noir apparaît dans le ciel et Iris s'y rend pour s'occuper de lui dans ses ténèbres. Les chevaliers devant la porte sont moins nombreux que les chevaliers noirs. Fuse remonte le moral de ses troupes avec ses paroles remarquables qui impressionnent celui qui dirige les troupes de l'armée noire. Il n'est autre que Val qui s'avance et défie Fuse pour un combat. Ils s'affrontent à l'aide d'épées et Val dirige également les énergies sombres. Il demande à Fuse ce qui le pousse à se battre pour le royaume et il répond que c'est sa loyauté envers la reine ainsi que ses sentiments personnels pour elle. Val les considère comme inutiles et affirme qu'ils ont des choses prospères qui sont fondamentalement des faiblesses pour eux. Cela touche les nerfs de Fu et il se bat avec lui en pleine colère. Les chevaliers de la ville aident les gens à évacuer. Un chevalier protège une fille d'un monstre, mais une énergie noire l'imprègne, le transformant en monstre et il court après la même fille. Mais un autre chevalier arrive pour l'assommer et sauver cette fille. Ce ne sont pas seulement les chevaliers, mais les mages sont également affectés par l'énergie noire et se déplacent comme des zombies pour attaquer leur propre peuple. Shima et les mages trouvent la méthode de la cage efficace contre cette énergie. Alors, ils jettent ce sort et enveloppent toute la ville avec la cage qui fait disparaître l'énergie sombre des gens. Cependant, l'énergie sombre se propage comme une peste. Finalement, la cage se brise et les gens sont à nouveau touchés. Shima essaie de les désinfecter avec son pouvoir lumineux, mais l'énergie sombre est suffisamment concentrée pour la dissiper. Frustrée, elle se plaint à Progenitor Rune que si elle ne leur donne pas son pouvoir, alors que fera-t-elle? Le roi se montre enfin dans le royaume des ténèbres, et il possède une aura digne d'être appelé le roi des ténèbres. Ils commencent leur combat avec King lançant ses boules d'énergie et Iris les esquivant. King est trop confiant et prétend qu'ils se sont battus plusieurs fois et qu'elle ne peut pas le maîtriser à chaque fois. Elle est comme une lumière qui disparaît sur une longue distance, mais il est l'obscurité qui élargit tout l'horizon. Cela montre clairement qui régnera pour l'éternité. Iris en a assez de son bluff et active son sort pour dissiper les ténèbres. Elle fera tout son possible pour l'effacer. L'équilibre est le seul moyen de préserver l'avenir. Mais le roi est contre et il est en quelque sorte sûr qu'il gagnera. Dans leur combat de tag, Iris utilise toute sa puissance pour le frapper avec sa lance, qu'il esquive sans faire aucun effort. Puis, il lance ses boules magiques qui finissent par la toucher, la privant de son pouvoir, et elle tombe. Shima essaie d'activer un sort de lumière d'affection, mais le pouvoir ne se manifeste pas, ce qui la rend désespérée. Cependant, elle ne cède pas, disant que si l'incantation ne fonctionne pas, ils se battront simplement. Juste à ce moment-là, Iris montre une cascade remarquable, tombant du ciel et atterrissant au sol comme si de rien n'était. Il leur reste encore un dernier recours, l'un des 7 pouvoirs,
l'engrenage du destin. Les mages se rassemblent et activent ce sort juste pour faire face à l'échec à nouveau. Iris devient déprimé et perd espoir qu'il soit voué à être anéanti. Le roi noir apparaît également et se moque de leurs efforts féodaux. Mais Shima l'encourage en lui disant qu'ils ont encore un moyen. Elle doit partir et accomplir son devoir de reine du blanc. Elle donnera tout à Iris, même elle-même. Iris reprend ses esprits et s'envole, tandis que le roi du dos joue avec Shima et l'étrangle avec de l'énergie noire. Iris se rend au bâtiment contenant le cristal runique du progéniteur. Elle s'accroche toujours à la promesse faite à quelqu'un qui n'est pas avec elle au moment de la crise. Le chevalier noir emmène le prince vers un portail de téléportation qui s'ouvre juste devant le palais du roi. Là, quelqu'un d'inattendu apparaît. C'est Adel. On le croyait mort, mais il est vivant et en pleine forme. Le prince le regarde avec incrédulité et lui demande comment il a survécu. Adel sourit et dit qu'il est également un successeur au trône et non quelqu'un qui meurt si facilement. Il s'approche et demande au prince pourquoi il a essayé de le tuer alors qu'ils étaient alliés. Mais le prince riposte rapidement et exige de savoir pourquoi Adel a essayé de vaincre la reine. Adel révèle que ce n'était pas personnel. Le roi l'avait ordonné. C'était la volonté du royaume. Au lieu de demander pourquoi il a attaqué, le prince devrait se demander pourquoi il l'a arrêté. Pourtant, Adel admet qu'au final, les choses se sont bien passées. L'Iris est fragile. Le choc de la trahison a déjà semé le doute dans son cœur. Bientôt, elle ne représentera plus aucune menace. Il explique quelque chose de plus profond. Quand deux égaux s'affrontent, celui qui hésite perd toujours. Les gens prennent le roi trop à la légère. Mais les vrais imbéciles sont ceux qui pensent que le roi est un imbécile. C'est pourquoi Adel a été envoyé pour écarter le prince du chemin du roi. Il poursuit. Val ignore encore tout de ce plan. Il est le seul à connaître la véritable volonté du roi. Après tout, il est plongé dans une telle obscurité qu'il a presque l'impression d'être le propre enfant du roi. Adel était déjà à moitié monstre auparavant, mais maintenant, il se transforme complètement en une créature imposante. Quelque chose tout droit sorti de Kaijun 2.8. Le roi des ténèbres avait un jour essayé d'éliminer le protagoniste et Groza, pensant que le prince serait gênant, mais ce n'était pas parce qu'il ne pouvait pas lui faire face. Le roi avait simplement été prudent, et à juste titre. Alors qu'Adel parle, Prince se précipite et frappe avec son épée, mais Adel la bloque facilement, puis écrase l'équipement de Prince à main nue. Le prince se retire rapidement, mais Adel se précipite en avant, libérant tout son potentiel. Le prince bloque à nouveau, et cette fois, quelque chose en lui change. Une aura cramoisie sombre jaillit de lui, différente de l'obscurité habituelle. Adel réalise maintenant que Prince s'est retenu tout du long. Les deux entrent en collision, poings et armes volant dans un affrontement furieux, comme quelque chose tout droit sorti de Dragon Ball. Le prince canalise finalement sa puissante aura dans son épée et porte un coup dévastateur qui brise le sol sous eux, piégeant Adel. Pensant que c'est fini, il tourne le dos et commence à marcher vers le palais. Mais il ne se rend pas compte que l'obscurité persiste encore. Il commence à s'enrouler autour de lui et le tire en arrière. Adel n'a pas fini. Il se libère et poursuit à nouveau le prince, brisant toute sa protection restante. Pourtant, le prince se tient debout, l'épée à la main, respirant fort, mais refusant d'abandonner. Adel charge une dernière fois, lui arrache l'épée des mains, l'attrape par le col et lui enfonce une lame directement dans la poitrine. Mais au même moment, le prince dégaine sa deuxième épée et transperce également la poitrine d'Adel. Adel rit amèrement et lui dit de ne pas penser que c'est une victoire. Il a été envoyé uniquement pour gagner du temps. Pendant qu'il se battait, le roi et les chevaliers noirs attaquèrent le royaume blanc. Bientôt, il sera réduit en ruine. Le roi absorbera la rune progénitrice et une fois que cela se produira, l'équilibre du monde s'effondrera. Tout sera détruit. Le prince est secoué. Il a toujours pensé que le roi voulait seulement embrasser le monde dans une obscurité paisible. Mais c'est de la pure folie. Il dit que le roi n'a pas le droit de tromper et de détruire des vies innocentes. Mais Adel s'estompe et ses derniers mots résonnent alors qu'il se dissout dans l'obscurité, serrant fermement son épée. Le protagoniste se téléporte dans son royaume et court vers le port. En chemin, des vagues de monstres l'attaquent, mais il les charge, les abattant un par un. Ils continuent à arriver sans cesse. Juste au moment où cela semble trop, Groza arrive. Elle lui dit d'aller de l'avant. Elle s'occupera du reste. D'un rapide hochement de tête, il les lui laisse et court vers le port. Mais aucun navire n'est en vue. Soudain, une puissance jaillit dans son corps. La lumière l'entoure et une paire d'ailes angéliques sombres jaillit de son dos. Pendant un instant, il est stupéfait, mais il s'envole dans le ciel, plus vite qu'un jet. De retour au royaume, Shima est attaquée. Les ténèbres l'entourent, tordant son esprit avec des pensées cruelles. Mais elle se ressaisit et crie des ordres à ses mages pour protéger les citoyens et riposter. Iris s'agenouille devant le cristal runique du progéniteur. Les larmes montent tandis qu'elle prie. Elle dit qu'elle n'a pas réussi à maintenir l'équilibre entre la lumière
et l'obscurité. Elle a un jour fait la promesse à son amant de construire la paix ensemble. Mais maintenant elle la rompt, comme étant un péché qu'elle ne peut pas pardonner. Elle supplie la rune d'utiliser son corps pour sceller les ténèbres, même si cela signifie sa propre destruction. Pendant ce temps, le héros vole encore plus vite, tranchant chaque monstre sur son passage. Mais alors, la rune elle-même lui parle. Il le supplie d'arrêter, disant qu'ils n'étaient pas censés se rencontrer, seulement pour être déchirés. Il devrait obéir aux lois de ce monde, mais il ne se soucie pas des choses qu'il ne comprend pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a fait une promesse à Iris et qu'il va la tenir. Tout en bas, Iris continue de prier. Elle dit « Si l'équilibre peut être rétabli sans elle, alors qu'elle soit effacée, qu'elle disparaisse. » Le sol commence à trembler violemment. Val sent les tremblements et se retire de son combat. Fuse regarde vers le palais et voit une lumière aveuglante, preuve qu'Iris a activé son autodestruction. Shima est stupéfait. Elle a peur pour les gens. Théo se précipite vers elle et lui dit que c'est peut-être sans espoir, mais qu'il n'abandonne pas. Il s'enfuit en disant qu'il continuera à courir quoi qu'il arrive. Le sol s'effondre sous Shima et elle tombe. Fuse rit follement, pensant qu'il a gagné, mais sa joie devient amère lorsque le sol s'effondre sous lui aussi. La ville entière est détruite. Le bâtiment qui abritait Iris a disparu. Elle tombe dans les airs et voit son héros voler vers elle, tendant la main. Elle pleure et s'excuse. Sa larme tombe sur son visage. Il vole de toutes ses forces, mais peu importe la vitesse à laquelle il se déplace, il ne peut pas l'atteindre. La distance continue de grandir et à la toute fin, elle se transforme en chat. Le roi se tient entre les deux royaumes. Furieux, l'ancêtre et tout le reste ont été jetés sur sa terre. Alors qu'il descend, notre héros s'abat sur lui avec un puissant coup d'épée et le projette au sol, comme Iris l'avait espéré. Et c'est ainsi que leur histoire d'amour se termine par un adieu tragique.